Salut à toutes et à tous aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un épisode qui bouscule, qui fracture, qui déchire. L'épisode 389 de Plus belle la vie, diffusé ce vendredi 1er août 2025, marque un tournant profond. Un épisode où chaque regard tremble, où chaque mot pèse lourd, où chaque silence dit l'indicible. Imaginez un salon plongé dans le silence. Léa, effondrée, serre ses mains comme on s'accroche à une vérité qui s'effondre. Face à elle, Boé est là, immobile, ancrage d'un monde en train de vaciller. Elle vient d'apprendre qu'elle a un frère. Mais ce n'est que le premier choc car une vidéo postée sur les réseaux va pulvériser les certitudes. Vadim accuse publiquement Patrick Nebou d'avoir vu sa mère, Florence Rodriguez. Et c'est là que tout bascule. L'image tremble. La voix de Vadim claque comme un coup de tonnerre. Ce n'est plus juste une affaire privée, c'est un séisme. Florence, infirmière respectée, devient l'accusatrice. Patrick, commandant de police, figure d'autorité, bascule dans le doute, incapable de dire s'il a franchi l'irréparable. Et Léa ? Elle vacille, déchirée entre l'homme qu'elle appelait « papa » et cette réalité qui lacère son cœur. Mais ce n'est pas tout. Babette, elle aussi, craque. Elle reçoit une lettre d'ancien patient, un merci venu de loin, un rayon de lumière dans le tumulte. Et pourtant, elle n'y arrive plus. Face à Patrick, face à tout ça, elle se sent vide, incapable. Mais dans les bras de Mathieu, elle retrouve une humanité qu'elle croyait perdue. Une permission de ne plus porter seule ce poids. Pendant ce temps, Aya tente de tourner une page, Nolan tente une approche sincère, et Thomas se retrouve face à un mur, ses comptes saisis, son quotidien gelé. Et dans un coin du commissariat, Ariane se souvient elle aussi a connu ce flou, ce vertige, ce réveil dans le brouillard. Et si Patrick et Florence avaient été drogués cette nuit-là ? Une nouvelle pièce s'ajoute au puzzle. Une hypothèse qui pourrait tout faire exploser. Cet épisode est un raz-de-marée. Une descente dans l'intime, le doute, la honte, la vérité, la peur, la justice et peut-être, au fond, une lumière. Le souffle de Léa est court, saccadé. Assise sur le canapé, les épaules voûtées, elle serre ses mains l'une contre l'autre, comme pour ne pas sombrer. Le salon est silencieux, à l'exception des battements affolés de son cœur qui résonnent à ses oreilles comme des tambours. À ses côtés, Boé reste immobile. Présent. Solide. Il ne dit rien, mais sa présence est un ancrage. Il l'observe du coin de l'œil, devinant le tumulte qui gronde sous son silence. Léa fixe un point invisible sur le mur, les yeux embués de larmes qu'elle refuse encore de laisser couler. Elle murmure, d'une voix rauque. J'ai un frère, Jean-Paul. Et je l'ai su comme ça d'un coup. Elle secoue la tête, comme si son esprit refusait de s'aligner sur cette nouvelle réalité. Tout son équilibre s'effondre. Une partie d'elle veut refouler, effacer, nier. Mais une autre plus lucide, plus douloureuse sent que quelque chose vient de se briser, irrémédiablement. Boé reste calme, mais son regard est chargé d'inquiétude. Il s'avance légèrement. C'est un choc, oui. Mais ça ne remet rien en question sur qui tu es, ni ce que tu ressens. Mais Léa secoue la tête, brusquement cette fois. Une autre pensée, plus lourde encore, la submerge. Sa voix se brise. Et Patrick Florence dit qu'il l'a agressée. Mais c'est pas lui. Je le connais. Il n'aurait jamais fait ça. Jamais. Elle pose une main sur sa bouche, comme si les mots eux-mêmes lui faisaient mal. Il m'a élevée. Il m'a appris à marcher, à faire du vélo, à défendre ce qui est juste. Tu te rends compte ? On l'accuse d'un truc immonde, et je suis censée douter ? Boé s'approche davantage. Il pose une main douce sur son épaule. T'as pas à choisir entre croire en lui et entendre Florence. Tu cherches la vérité. C'est humain. Léa ferme les yeux. Elle tremble. Tout se mélange. Les souvenirs, les émotions, les révélations. Ce frère inconnu. Ce père qu'on accuse. Et elle, au milieu, déchirée, sans repère. J'ai besoin de comprendre parce que là, je sais plus à qui faire confiance. Même à moi,
je suis plus sûre. Et dans ce chaos intérieur, Boé reste là, sans promesse, sans réponse toute faite. Juste là. Parce qu'en ce moment, c'est tout ce dont elle a besoin pour ne pas s'effondrer. L'image tremble légèrement, captée par un téléphone posé à la hâte. Le décor est simple, presque vide, mais ce qui capte l'attention dès les premières secondes, c'est le regard de Vadim. Droit, fixe, intense. Il ne cligne presque pas. Il est debout, le dos tendu comme un arc, les mains crispées devant lui, et sa voix, quand elle s'élève, est chargée de colère contenue et de douleur brute. Je m'appelle Vadim. Et aujourd'hui, je vais parler, parce que personne d'autre ne le fait. Un silence. Une respiration. Ma mère, Florence, a été vue par un policier. Une femme intègre, une infirmière respectée salie. Réduite au silence. Et depuis, on essaie de l'écraser, de faire passer ce qu'elle a vécu pour un mensonge. Sa mâchoire se crispe. Ses yeux brillent, mais il ne pleure pas. Il se bat contre les larmes, contre l'indignation. Le veur, c'est Patrick Nebout. Un commandant. Un homme que tout le monde admire, qu'on voit comme un héros. Mais moi, je vois le monstre derrière l'uniforme. Il marque une pause. Le poids des mots vient d'écraser l'écran. Les commentaires sur les réseaux s'emballent déjà. Certains crient à la diffamation, d'autres relaient, soutiennent, dénoncent. Mais Vadim ne vacille pas. Je ne laisserai pas passer ça. Je ne laisserai pas ma mère être traitée comme une menteuse. Il faut que tout le monde sache. Que tout le monde entende. Parce que ce silence, c'est lui qui les protège, pas la justice. Il termine d'une voix plus basse, presque tremblante, mais d'autant plus percutante. Je veux que la vérité éclate. Et je veux que son agresseur paie. Puis, l'écran devient noir. Plus un mot. Plus un souffle. La vidéo tourne en boucle sur les réseaux, enflamme les débats, fracture les certitudes. Les regards changent. Les tensions montent. Une accusation publique contre un homme respecté. Un cri de fil blessé. Un espoir de justice ou le début d'un engrenage dévastateur. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Patrick vient de voir la vidéo. Son visage est livide, comme vidé de toute vie. Il reste debout, figé, incapable de détacher les yeux de l'écran noir désormais éteint. Dans ses pupilles, il reste encore le reflet des mots de Vadim, le poison d'une accusation irréversible. Léa, elle, vacille. Elle se tient face à lui, les bras croisés contre sa poitrine comme pour se protéger d'une vérité qui s'insinue malgré elle. Sa voix se brise quand elle ose enfin poser la question qu'elle redoutait plus que tout. Dis-moi que c'est pas vrai. Elle le supplie du regard. Une étincelle, un mot, un souffle qui la délivrerait de ce cauchemar. Mais ce qu'elle reçoit, en retour, c'est le silence d'un homme brisé. Et puis une phrase. Troublante. Inconcevable. Je sais pas. Il baisse les yeux. Sa voix est rauque, étranglée. On dirait qu'il se parle à lui-même, comme s'il cherchait à reconstituer un puzzle dont les pièces ne s'imbriquent plus. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'elle n'était pas consentante. Léa reste bouche bée. Le sol se dérobe sous ses pieds. Elle ne hurle pas. Elle ne pleure pas. C'est pire, elle s'effondre en silence, le cœur transpercé par ces mots qui sonnent comme un aveu flou, trouble, insoutenable. Tu réalises ce que tu es en train de dire ? Patrick tente un geste vers elle, maladroit, désespéré. J'ai jamais voulu ça, jamais. Je croyais que c'était réciproque. Mais il est trop tard. Quelque chose s'est cassé. Léa recule d'un pas, les yeux remplis de larmes. Alors tu ne sais même pas si tu l'avais ? Un abîme les sépare désormais. Pas juste un doute. Une faille béante, irréparable. Et dans cette fracture, l'image d'un père, d'un homme, d'un héros s'effondre, pierre après pierre, sous les yeux de sa fille. Le papier est jauni sur les bords, mais les mots, eux, brillent d'une intensité intacte. Babette tient la lettre entre ses mains tremblantes, comme un trésor sorti d'un autre temps. Sorigny,
en face d'elle, devine déjà l'émotion qui monte avant même qu'elle ne prononce un mot. C'est pour Mathieu et moi. Sa voix est douce, étranglée. Elle tend la lettre à Sorigny, dans un geste spontané, presque enfantin. Ouvre-la. Je te fais confiance. Il déplie délicatement le papier, le regarde d'abord sans lire à voix haute. Un silence s'installe. Puis il commence à lire, et les souvenirs affluent. C'est un message simple, mais bouleversant. Des anciens patients. Une famille. Une reconnaissance venue de loin. Des mots pleins de chaleur, de gratitude, d'espoir. Il parle de ce jour où Mathieu et Babette leur ont sauvé la vie, là-bas, en mission, dans un pays marqué par la détresse et l'urgence. Et puis, glissée dans l'enveloppe, il y a une photo. Une petite fille au regard vif, entourée de ses parents. Elle sourit, tenant dans ses mains un dessin. Au dos de la carte, quelques mots griffonnés, « Grâce à vous, notre fille vit. » Merci. Babette vacille. Elle ne dit rien. Elle s'effondre doucement dans les bras de Sorigny, incapable de contenir le flot de larmes qui jaillit. Des larmes d'émotion, de souvenirs, de deuil aussi. Parce que derrière cette gratitude, il y a l'absence cuisante de Mathieu, ce partenaire, ce frère d'âme avec qui elle avait traversé l'enfer pour sauver des vies. Sorigny la serre contre lui, sans un mot. Il sait. Il comprend. Ce n'est pas qu'un remerciement. C'est une bouffée d'humanité qui vient balayer la douleur, une preuve que tout ce qu'ils ont fait ensemble, dans l'ombre, n'a pas été vain. Un instant suspendu où le passé revient frapper à la porte, non pas pour faire souffrir mais pour réparer un peu le cœur. Dans l'intimité tamisée de la pièce, Babette se tient droite, mais tout en elle semble vaciller. Son regard s'accroche à celui de Mathieu, comme si elle cherchait la permission de s'effondrer, de dire enfin ce qu'elle retient depuis des jours. Et quand elle parle, c'est d'une voix presque murmurée, chargée d'une émotion qu'elle ne peut plus camoufler. Je n'y arrive pas, Mathieu. Je ne peux pas lui faire face. Pas à Patrick. Elle détourne les yeux, honteuse peut-être, ou simplement épuisée de porter ce conflit intérieur. Son cœur est en lambeaux, tiraillé entre l'épouse qu'elle a été, et la femme qu'elle est aujourd'hui blessée, trahie, perdue. Mathieu, face à elle, ne dit rien immédiatement. Il l'observe, attentif, profondément touché. Il comprend, sans poser de questions. Et dans un murmure sincère, il lui tend la seule vérité qui compte. Tu as le droit de te protéger. Tu n'as pas à t'expliquer. Pas à te justifier. Babette lève les yeux vers lui, et dans son regard, il y a à la fois de la gratitude et de la détresse. Elle voulait qu'on lui dise ça. Qu'on la décharge de cette culpabilité sourde qui lui ronge l'âme. Parce que face à Patrick, elle ne se sent pas capable. Pas encore. Peut-être jamais. Alors elle s'avance, doucement, et se blottit dans les bras de Mathieu. L'étreinte est forte. Silencieuse. Remplie de tout ce qui ne peut pas se dire à voix haute. Mathieu pose une main derrière sa nuque, protecteur. Et dans ce moment suspendu, Babette peut enfin respirer. Parce qu'elle n'a plus besoin de se battre seule. Parce qu'elle a quelqu'un qui comprend, qui respecte, qui tient bon à ses côtés. Et dans ce geste simple, presque fragile, se trouve un début de reconstruction. Le soleil darde doucement sur le parvis du Mistral, et dans l'air flotte cette légèreté propre au recommencement. Aya, elle, a décidé de s'accorder une parenthèse. Pas de blues aujourd'hui, pas de service, pas de pensée tournée vers Kylian. Juste elle, et ce rencard un peu fou, un peu absurde avec ce garçon qu'on a surnommé, mi-moqueur mi-affectueux, le mangeur de boutons. Quand elle en parle à Thomas et Jawad, leurs sourires sont spontanés, encourageants. C'est bien, Aya. C'est le moment. T'as le droit d'aller de l'avant, de respirer autre chose. Et elle sait qu'ils ont raison. Même si une part d'elle a encore des éclats de Kylian dans le cœur, une autre a besoin de se rouvrir au monde. Elle retrouve Nolan Attara dans un petit café en terrasse. Il est là, un peu maladroit, le regard fuyant, les mains dans les poches. Dès qu'il s'assoit, il se penche vers elle, mi-amusé, mi-gêné. Je dois t'avouer un truc, le bouton c'était du bluff.
Je voulais juste te faire rire. Ou au moins t'intriguer. Aya lève les yeux au ciel dans un faux soupir, mais son sourire la trahit. Un rire lui échappe, léger, presque enfantin. Il l'a eu. Et ça lui fait du bien. Il commande un verre. Leurs épaules se détendent. La gêne s'évanouit. Très vite, la conversation prend un tour plus naturel, plus fluide. Ce n'est pas un rendez-vous parfait, ni une histoire d'amour fulgurante, mais c'est une bulle. Une bulle d'air. Et dans cette bulle, Aya recommence à exister autrement que comme celle qui a été quittée. Elle redevient une jeune femme curieuse, ouverte, capable de rire à nouveau. Et Nolan? Il ne force rien. Il écoute, il sourit, il partage un instant avec elle, sans pression. Pour la première fois depuis longtemps, Aya ne pense pas à ce qu'elle a perdu. Elle se surprend à se demander ce qu'elle pourrait gagner. Le calme apparent de la matinée au Mistral est brisé net lorsqu'un courrier officiel arrive entre les mains de Thomas. Une enveloppe au papier rigide, au ton sec, qui ne laisse présager rien de bon. En l'ouvrant, son cœur rate un battement. Saisie administrative à tiers détenteur. Les mots sont là, implacables. Son compte personnel. Son compte professionnel. Tous deux bloqués. Le sol se dérobe sous lui. Quelques heures plus tôt, il plaisantait encore avec Jawad en parlant de Kylian, il kiffe sa vie là-bas, en Australie il n'est pas près de revenir. Une pointe de mélancolie voilait sa voix, mais c'était dit avec tendresse. Comme une acceptation douce du fait que chacun suit sa route. Mais cette nouvelle-là elle est brutale. Inattendue. Un coup de massue administratif qui le laisse sonner. Il reste un instant figé, le regard perdu dans le vide, le courrier encore entre les mains, comme s'il espérait qu'en le relisant, le verdict changerait. Mais non. C'est bien réel. Tout est gelé. Jawad, qui capte rapidement l'ampleur de la situation, pose une main ferme sur son épaule. T'inquiète pas, je gère le Mistral. Va, essaie de comprendre ce délire. Le regard que Thomas lui lance est rempli de gratitude, mais aussi d'une fatigue soudaine. Il n'a pas le choix. Il doit se battre, chercher des réponses, retrouver le contrôle de ce qui lui échappe. Mais derrière la sidération, il y a surtout cette colère froide, contenue. Il sait qu'il n'a jamais joué avec le fisc, qu'il a toujours été réglo. Alors pourquoi maintenant? Et pourquoi sans prévenir? En sortant du bar, il respire profondément, tente de se recentrer. Il a tenu ce lieu pendant des années, porté des tempêtes, affronté des drames. Il ne va pas plier maintenant. Mais une chose est sûre, quelque chose ne tourne pas rond. Et Thomas compte bien remonter le fil. Jusqu'au bout. La lumière déclinante du jour caresse les murs du Mistral d'un ton chaud et doux, mais Vadim, lui, semble prisonnier d'une tempête intérieure. Assis en face de Nisma, les bras croisés comme pour se protéger de ce qu'il s'apprête à livrer, il met un moment avant de parler. Il détourne les yeux, les mâchoires crispées. Puis enfin, il laisse tomber. Mon enfance c'était un chaos. Une suite de galères, de silences, de trucs qu'un gamin devrait jamais avoir à encaisser. Les mots sont durs. Mais le ton, lui, est presque fragile. Comme s'il redécouvrait en les disant à voix haute l'ampleur de ce qu'il a enfoui. Il raconte à demi-mot cette colère qu'il a façonnée, ces injustices qui lui ont appris à se méfier de tout, à n'avoir confiance en personne. Il parle de Florence, de cette mère avec laquelle il a souvent été en conflit, mais qu'il aime d'un amour brûlant, maladroit, total. Et surtout, de cette douleur sourde depuis qu'elle est en garde à vue, soupçonnée, salie. Son regard s'assombrit. Ça me rend dingue de la savoir là-bas. Comme si c'était elle la coupable. Elle qui m'a toujours défendu, même mal, même trop. Nisma ne dit rien tout de suite. Elle l'écoute, vraiment. Sans juger. Sans interrompre. Elle est simplement là. Présente. Et c'est cette présence silencieuse, solide, qui finit par attendrir Vadim. Il la regarde, un peu étonné par sa propre vulnérabilité. Merci vraiment. Je sais que j'ai pas été cool avec toi au début.
J'étais sur la défensive, je voulais pas qu'on me perce. Mais t'as rien forcé. Et j'avais besoin de parler. Dans ses yeux, il y a cette lueur rare chez ceux qui ont trop souvent été seuls, la reconnaissance d'être enfin entendus. Et dans ce moment suspendu, il n'y a plus de méfiance. Seulement deux âmes qui se rencontrent au bord d'une faille, et qui, sans le dire, se comprennent. La salle de réunion est silencieuse, comme figée dans un souffle que personne n'ose expirer. Les regards se croisent, inquiets, curieux, tendus. Patrick Nebou entre, le visage fermé, les traits tirés par la fatigue et la gravité du moment. Ce n'est plus le capitaine solide que tous connaissent. C'est un homme vacillant, ébranlé dans ses fondations. Il prend une profonde inspiration, puis lève les yeux vers ses collègues et ses frères et sœurs d'armes. Sa voix, d'abord hésitante, s'impose finalement dans le silence. Je vous ai réunis à cause des accusations portées par Florence Rodriguez. Un frisson parcourt la pièce. Le nom suffit à faire peser un poids invisible sur toutes les épaules. Il continue, d'une voix plus rauque. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne me souviens pas précisément de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est flou. Brouillé. Ces mots, personne ne les attendait vraiment. Et pourtant, ils résonnent avec une honnêteté déchirante. Un choc. Mais un choc lucide. Il marque une pause. Il sait que ce qu'il dit là va tout changer. Il regarde chacun, l'un après l'autre, s'enfuir. Il veut qu'ils lisent dans ses yeux. Pas de fuite. Pas d'excuse. Juste la vérité, aussi nue soit-elle. J'ai pris la décision, en accord avec la juge Colbert, de me retirer de l'enquête. Un murmure circule dans la pièce. Certains baissent les yeux. D'autres restent figés, ne sachant comment réagir. Ce n'est pas un aveu. C'est un acte de respect. Pour la procédure. Pour la vérité. Il sait qu'en se retirant, il offre à la lumière une chance d'entrer dans cette affaire ténébreuse. Il sait aussi que pour beaucoup ici, cela va laisser un vide. Mais il ne veut pas interférer. Il ne veut pas devenir un obstacle. Je vous demande juste de faire ce que vous avez toujours fait, votre travail. Avec intégrité. Et dans ce moment suspendu, Patrick Nebou n'est plus seulement un commandant de police. Il est un homme au bord de l'abîme, qui choisit de faire un pas en arrière pour laisser la vérité, si douloureuse soit-elle, faire son chemin. Le bureau de Boé est baigné d'une lumière crue, presque agressive, comme si la vérité elle-même voulait s'y glisser. Ariane entre sans frapper, l'air grave, troublé. Elle referme la porte doucement, mais ses gestes sont précipités, fébriles. Son regard cherche celui de Jean-Paul, comme si elle avait besoin de s'ancrer dans quelque chose de solide avant de lâcher ce qu'elle sent bouillir en elle. Boé, faut que je te parle. C'est important. Il se redresse aussitôt. Le ton d'Ariane ne laisse aucune place à la légèreté. Elle s'assied en face de lui, les mains jointes, les yeux perdus un instant dans le vide, puis elle murmure. J'ai repensé à ce que Patrick a décrit, tu sais, ce qu'il a ressenti au réveil cette nuit-là. Elle répète les mots qu'il a utilisés, mots de tête violents, désorientation, jambes coupées, ce brouillard dans lequel il flottait sans comprendre. Et plus elle parle, plus son propre souvenir refait surface, vif, glaçant. J'ai ressenti exactement la même chose la nuit où j'étais avec Durieux. Un silence lourd s'abat dans la pièce. Ariane lève les yeux vers Boé. Dans son regard, ce n'est pas juste une supposition. C'est une intuition profonde, presque viscérale. Quelque chose en elle fait le lien, malgré elle, malgré le choc que cela provoque. Et si Patrick et Florence avaient été drogués cette nuit-là? Boé, d'abord immobile, se redresse lentement, ses traits se durcissant sous le poids de la révélation. Si c'est vrai, Ariane, ça change tout. Il le dit d'une voix blanche, presque effrayée. Parce que si cette hypothèse tient la route, alors rien de ce qui s'est passé entre Florence et Patrick n'est ce qu'on croit. Ni le consentement. Ni la responsabilité. Ni même les souvenirs. Tout pourrait avoir été manipulé. Volé. Et dans cette pièce qui semble soudain trop étroite, la vérité prend une tournure plus complexe, plus sombre mais peut-être aussi porteuse d'un espoir,
celui de l'innocence. Et voilà, l'épisode 389 de Plus belle la vie vient de s'achever. Et il laisse derrière lui une traînée de questions brûlantes, de larmes retenues, de silences assourdissants. On ne ressort pas indemne d'un épisode comme celui-là. Parce qu'ici, il ne s'agit plus d'une simple intrigue policière. Il s'agit d'identité, de mémoire, de traumatisme. Il s'agit d'un père qui doute de lui-même, d'une fille qui ne sait plus à qui faire confiance, d'un fils prêt à tout pour défendre sa mère, quitte à s'enflammer dans la douleur. L'accusation de Vadim est-elle fondée? Patrick est-il coupable ou victime d'un piège? Ariane détient-elle la clé d'un souvenir volé? Et Léa survivra-t-elle à ce tremblement de terre intime? Dans les prochains épisodes, ce ne sera plus seulement une quête de vérité judiciaire. Ce sera une quête de rédemption, de réparation, de justice ou peut-être même, de chute. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti face à cette avalanche émotionnelle. Pensez-vous que Patrick dit vrai? Florence ment elle? Et surtout, croyez-vous que la vérité pourra un jour réparer ce qui vient d'être brisé? Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour les prochaines révélations au Mistral. Merci d'avoir été là pour ce moment fort, et surtout prenez soin de vous. À très vite pour de nouveaux épisodes. Plus belle la vie continue, et elle n'a jamais été aussi bouleversante.